Si l'Antarctique perdait sa glace, on pourrait avoir 58 mètres d'élévation du niveau des mers, ce qui est l'équivalent d'un immeuble de 16 étages quand même, c'est monumental. C'est le début de l'expédition Under Antarctica, on est le 3 novembre, 4000 km à faire, on est trop motivés. On a trop hâte. Under Antarctica, c'est la première traversée de l'Antarctique en kite ski au service de la science polaire et donc on s'est déplacé avec des kites. Des kites, ce sont des voiles de traction et qui nous permettent de faire des longues distances sur ce continent glacé. On a parcouru avec Heidi 4000 km pendant 80 jours en tractant des instruments scientifiques que sont des radars à pénétration de sol. Donc cette mission, c'était une mission à la fois d'aventure, mais c'était surtout et avant tout une expédition scientifique. On va récolter des données de surface. Ça, c'est notre petit radar de surface qui vient tout droit d'Italie. C'est un radar qui envoie des ondes jusqu'à peu près 50 mètres de profondeur. En fait, c'est super intéressant parce que ça nous donne toute cette transition entre la neige de surface et la glace en profondeur. Et ça, c'est une véritable indication sur la quantité de neige, en fait, de nourriture qui tombe sur les hauts plateaux de l'Est ici de l'Antarctique. C'est un continent qui est gigantesque, ça fait 25 fois la taille de la France. Et sur l'Antarctique, il y a beaucoup de glace. Par endroits, il y a jusqu'à 4 km d'épaisseur de glace. On a besoin d'y aller parce qu'aujourd'hui, l'Antarctique réagit très vite au changement climatique. On sait que le continent se réchauffe à peu près 2 fois plus vite que la moyenne planétaire. Et évidemment, si ça se réchauffe en Antarctique, si l'Antarctique perd sa glace, et bien tout de suite, ça risque de perturber le climat mondial. Et ça peut aussi largement contribuer à la hausse du niveau des mers. Si l'Antarctique perdait sa glace, on pourrait avoir 58 mètres d'élévation du niveau des mers, ce qui est l'équivalent d'un immeuble de 16 étages quand même, c'est monumental. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'y aller. Avec Mathieu, on était une équipe scientifique, une petite équipe de 2 personnes, mais pendant qu'on était en Antarctique, il y avait aussi des milliers de scientifiques dans des bases qui donnaient, comme nous, le meilleur d'eux-mêmes pour récolter les meilleures données possibles. Parce que si on arrive à comprendre ce qui se passe en Antarctique, chez nous, en France, on peut anticiper tous ces changements et vraiment s'y préparer. C'est vrai que passer 80 jours dans une expédition comme celle-ci, c'est difficile, à la fois physiquement, mais aussi parfois pour le moral, parce qu'on est dans un univers qui est très hostile. L'Antarctique, c'est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la planète. C'est aussi le continent qui a l'altitude moyenne la plus élevée de la planète. Et ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que régulièrement, avec Heidi, on était à plus de 3000-3500 mètres d'altitude. On avait parfois le souffle coupé, donc on est dans des conditions qui sont difficiles. Est-ce qu'il y a une journée type en Antarctique? Je ne suis pas sûre. Mais je vais essayer de décrire ce que c'est qu'une journée type pendant l'expédition. On se réveille après une nuit où on n'a généralement pas bien dormi parce que c'est pas super confortable. On est un petit peu à l'étroit dans la salle de couchage. On a percé nos matelas sur lesquels on dormait instantanément dès le début de l'expédition. Donc on dormait sur un petit truc de mousse de 1 cm de hauteur. Mais bon, on s'y est fait. Et ensuite, la routine du matin commence. Alors, la morning routine en expédition, c'est une liste interminable d'étapes qui dure à peu près 3-4 heures quand même. On se réveille, on allume le réchaud, on fait fondre de la neige pour avoir suffisamment d'eau pour le petit-déj et pour tout le reste de la journée. On s'habille, et ça, c'est pas une moindre affaire parce que en haut du corps, on pouvait avoir 6 à 7 couches de vêtements. Moi, je crois, au niveau pantalon, j'avais bien 5 couches de vêtements pour pas avoir froid. Ensuite, il faut continuer à charger nos batteries. Donc, généralement, on bouge nos panneaux solaires, on rebranche tout l'électronique qu'on a sous la tente. Et puis ensuite, une fois qu'on a suffisamment d'eau, on va pouvoir sortir, packer nos poulkas. Donc, nos poulkas, ce sont des traîneaux dans lesquels on a tout notre équipement pour l'expédition. On va y mettre notre équipement scientifique, la nourriture pour la journée. On va y mettre la tente qu'on vient justement de repacker. Et ensuite, on a une grosse décision à prendre avec Mathieu, c'est quelle voile on va prendre pour la journée. Donc on utilise différentes tailles de kites suivant les vents, s'ils sont forts ou pas assez forts. Ça nous prend une bonne heure pour déployer les kites et on se met enfin en marche. Alors quand on est en marche, ensuite on n'a plus du tout envie de s'arrêter. On fait généralement des pauses toutes les 2-3 heures pour surveiller les instruments scientifiques principalement. Et après, parfois 10 à 12 heures de kite, ça va être la fin de la journée. Et là, on commence la evening routine qui est un petit peu plus efficace. On plante la tente, on rallume le réchaud, on mange. Et là, c'est dodo parce que généralement, on est bien claqué. Et la clé dans ce genre d'expédition, c'est vraiment sans arrêt l'adaptation en fait. C'est l'Antarctique qui décide de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire. Donc généralement, on commence la journée avec quelques objectifs et puis ensuite, on passe très vite au plan B, plan C, plan D, on voit ce qu'on peut faire. Dans cette expédition, on a fait assez peu de rencontres. On aurait aimé voir des animaux, mais malheureusement, ils étaient assez loin de nous. Il faut savoir qu'en Antarctique, la faune, elle se concentre sur la côte du continent. C'est de la faune qui dépend de l'océan. On va trouver des manchots, des baleines, des phoques, beaucoup d'oiseaux. Mais nous, on n'a fait que s'éloigner de cette côte pour passer par des points emblématiques de l'Antarctique, que sont le pôle sud d'inaccessibilité et le pôle sud géographique.
Et il y avait une rencontre particulière qui nous a quand même marqué avec Heidi, qui était une rencontre, non pas avec un animal, mais avec une statue. Et cette statue, elle se trouve au pôle sud d'inaccessibilité, le point le plus éloigné de chaque côte en Antarctique. Et cette statue, c'était un buste de Lénine. Incroyable d'être là. Hein. Ah, il y a vraiment peu de monde, hein. Tu me disais, c'est quoi, moins d'une dizaine de personnes qui ont Ouais, on la est... chance d'y arriver en kite-ski comme nous. Alors ce buste de Lénine, il est perdu au milieu de l'Antarctique, à 3707 mètres précisément d'altitude. Il fait extrêmement froid. En moyenne, à cet endroit, il fait moins 58 degrés toute l'année. Et si cette statue de Lénine, elle est présente, c'est qu'elle était juchée sur le toit d'une base soviétique qui a aujourd'hui été engloutie par la glace sous son propre poids, mais aussi avec l'accumulation de neige autour. Et il n'y a plus que ce buste, il n'y a plus que cette statue qui sort de la neige. Et donc avec Heidi, on était en train de kiter en décembre, c'était le 14 décembre, hein, je me souviens. Et on voit à l'horizon un petit monticule de neige un peu jaunâtre. Et donc c'était ce buste de Lénine qui regarde droit vers Moscou. C'est la seule chose qui reste de cette base. Et voilà, c'était le pôle sud d'inaccessibilité. Donc c'était pour nous la première rencontre un petit peu humaine sur ce trajet après plusieurs semaines, plusieurs mois d'expédition. Pendant l'expédition, on a assisté à des phénomènes météorologiques qui sont plus ou moins agréables. Je pense que celui qui était tout en bas de la liste dans nos favoris, c'est ce qu'on appelle un jour blanc. En fait, un jour blanc, c'est comme si on était dans une balle de golf blanche. On n'arrive pas à distinguer le sol du ciel. Je vais vous montrer le paysage. Voilà ce qu'on voit. Que du blanc à perte de vue, le ciel qui se confond avec la surface, ça s'appelle un whiteout. C'est un phénomène atmosphérique où en fait, on ne peut plus du tout distinguer le contraste, le relief. Ça donne un peu la nausée. Hein. Depuis ce matin-là qu'on évolue là-dedans, on ne sait plus trop comment se positionner, c'est un peu horrible. C'est un brouillard très très épais qui rend notre progression en fait assez dangereuse. En fait, on n'est que deux, au milieu de nulle part, et il n'y a personne à des milliers de kilomètres autour de nous. Et en fait, on ne peut pas se permettre de se perdre de vue, quoi. Alors, heureusement, on a des stratégies pour ça. Ça nous est arrivé un jour, justement. Un jour où il y avait du vent très fort. Moi, j'avais pas mal de soucis avec mes instruments derrière moi. J'ai dû m'arrêter. Mathieu a continué et on s'est instantanément perdu de vue. Et là, on se sent assez seul de ne plus voir son camarade d'expédition. Il faut mieux pas, en fait, essayer de le retrouver en cherchant des traces dans la neige. De toute façon, toutes les traces sont vite effacées et on risquerait vraiment de se perdre. Et là, heureusement, on s'était mis d'accord sur un protocole à suivre. On a tous les deux des GPS à nos poignets. Mathieu, rapidement, m'a envoyé ses coordonnées GPS. C'était à 700 mètres de moi à peu près. Et donc, j'ai pu le rejoindre. Mais c'est vrai qu'on a passé à peu près 1h30 à pas se voir, à pas se trouver. Et c'est vrai que c'était une période quand même assez longue. Là, on sent les minutes passer. Et puis, j'étais pas très content parce que c'était moi qui avais les deux tentes. J'avais la tente principale et la tente de secours avec moi. Donc j'étais plutôt confort. T'attendais un petit peu que j'arrive là. Ouais, j'étais soulagé quand tu es arrivé. Il y a un deuxième phénomène aussi qu'on a observé et qui lui est beaucoup plus agréable, c'est un parélie. On en a vu plusieurs. Les parélies, c'est des grands halos lumineux, des grands cercles lumineux autour du Soleil, avec une réfraction de ce Soleil en plusieurs points. Et ça fait comme ça des grands cercles et c'est vraiment absolument féerique, quoi. Ce phénomène, il se produit à des latitudes qu'on peut trouver en Antarctique, mais aussi en Arctique. Ouais, on avait l'impression que c'était comme un œil, comme l'œil de l'Antarctique en fait, qui nous regardait, qui nous surveillait. C'est quelque chose d'assez magique. Ouais. Pour nous, c'était super important, dès le début de l'expédition, de la partager avec le plus grand nombre possible, et plus particulièrement auprès des jeunes générations. On a bossé avec une association qu'on adore, qui s'appelle Témoins Polaires, qu'on crée tout un programme pédagogique autour de Under Antarctica, notre projet. Et donc, tous les 10 jours à peu près, des jeunes du monde entier recevaient des cahiers pédagogiques super ludiques, avec des jeux, avec des connaissances, des quiz sur ce que c'est que l'Antarctique. Et notre objectif, c'était vraiment les emmener dans les coulisses de l'expédition, leur partager les hauts, les bas, leur partager la science qu'on a fait tout au long du chemin et les rapprocher un petit peu de l'Antarctique, en tout cas suffisamment pour que ces jeunes comprennent ce qu'on peut faire aujourd'hui pour préserver ce continent, pour faire changer les choses. Et ce programme pédagogique, il a été ultra suivi, on n'en vient vraiment pas. Il y a 300 000 jeunes dans 41 pays qu'on puisse suivre les aventures de Heidi et Mathieu en Antarctique. La science qu'on a faite avec Mathieu en Antarctique, elle nous permet de mieux comprendre comment l'Antarctique répond au changement climatique. On essayait de voir deux choses en particulier. La première, c'est est-ce que l'Antarctique, à l'intérieur, sur les hauts plateaux, est en train de gagner ou de perdre du poids?
parce qu'avec le changement climatique, il y a des endroits qui semblent recevoir plus de chutes de neige. Et la neige, c'est de la nourriture en quelque sorte pour l'Antarctique, elle se transforme en glace. Et si le fait que l'Antarctique grossisse suffisait à compenser la perte de glace autour de la périphérie, ça c'était une de nos questions. La deuxième chose qu'on a essayé de comprendre avec Mathieu sur l'expédition en Antarctique, c'était de cartographier l'épaisseur de la glace. Pour ça, donc, on tire des instruments qui s'appellent des radars, qu'on voit des ondes au travers de la glace, qui scannent la glace qu'on a sous nos pieds. Et ces instruments, ils vont chercher notamment le lit rocheux, la roche qu'on a sous la glace de l'Antarctique. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de comprendre le long de notre trajet quelle est la quantité de glace qu'on a rencontrée. Donc, en tirant ces radars derrière nos kites, avec Mathieu, on a cherché à comprendre comment l'Antarctique répond au changement climatique. Qu'est-ce que l'Antarctique nous apprend sur la planète? Voilà, ça, c'est une très bonne question. Je pense que l'Antarctique nous rappelle à quel point cette nature, elle est fragile, quoi. C'est vrai que quand on parle d'un continent qui est en majeure partie fait de glace, cette glace, elle répond très très vite au changement climatique. À chaque dixième de degré d'augmentation de température, ça, l'Antarctique le ressent. L'Antarctique le subit et nous en fait subir les conséquences. L'Antarctique, quand tu y passes un certain nombre de temps dans les conditions dans lesquelles on était, te remet à ta place tous les jours. On comprend bien que l'Antarctique, c'est l'Antarctique qui décide, que ce soit sur le vent, que ce soit sur la visibilité, que ce soit sur la surface. Il faut vraiment s'adapter aux conditions qu'on rencontre. Et donc on ressent un vrai sentiment d'humilité, de vulnérabilité quand on est en Antarctique. C'est pas nous qui décidons. Et ça, je trouve que aujourd'hui, c'est un sentiment qu'on ressent peut-être assez peu, assez rarement. Et quand on vit cette connexion avec cette nature brute, ça fait du bien, ça nous remet, je pense, un petit peu à notre place. Et puis très curieusement, quand on en revient, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. C'est la fin de cette expédition Under Antarctica. On va rester quelques petits jours ici. On a retrouvé un petit peu de confort, on a retrouvé des semblables, des humains, un peu de nourriture fraîche, une douche chaude. Alors c'est un peu le bonheur, on a l'impression d'être un peu arrivé au paradis. Ouais, on n'en revient pas, on a traversé l'Antarctique en 80 jours, Ouais. On dirait une histoire à la Jules Verne. On a parcouru pratiquement 4000 km en ski kite, récolté des milliers de kilomètres de données radar et aussi on a eu la chance de pouvoir se faire accompagner par plus de 300 000 élèves dans 40 pays différents. On est trop fiers d'être heureux. Ouais, on n'en revient pas. En tout cas, on voulait vous remercier très sincèrement pour tout votre soutien, tous vos messages. On a été ravis de pouvoir vous emmener avec nous en Antarctique. Vous montrer à quoi ressemble ce continent et pourquoi c'est indispensable de le protéger et à continuer d'y faire de la science. Et on espère très bientôt vous retrouver en chair et en os. À très vite. Au Ciao, revoir, ciao. ciao, ciao.